Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. J'ai la joie d'être en présence de Mishka Assayas, qui est déjà venu. C'est un enfant de la vallée de Chevreuse, voilà, qui a grandi depuis, mais Oui, vous avez des souvenirs là-bas, vous y avez Oui. passé une partie de votre enfance et vous y êtes encore assez attaché, je crois. Toute mon enfance. Toute votre enfance, voilà. Alors, Mishka Assayas, moi j'ai la joie de vous voir ici en plateau parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, mais ça m'étonnerait, vous êtes journaliste pour différents médias, la presse, la radio surtout. En ce moment. Depuis plusieurs années, c'est que la radio, pratiquement. Ouais. Et puis, qu'est-ce que vous me faites troubler? Vous avez écrit des livres aussi, des romans. Oui. Bon, bref, on va revenir là-dessus. Et alors, le petit dernier, justement, de ce livre, c'est un entretien avec Maude Berthomier. Ça s'appelle Very Good Trip. C'est le nom de votre émission sur France Inter, qui passe tous les soirs de 21h à 22h. Vous aviez démarré en 2015 avec une hebdomadaire le dimanche après-midi. On vous a promu voilà, tous les c'est soirs. ça, c'est la promotion. Voilà, belle promotion, bravo. Et qui dure toujours, avec une grille d'été spéciale aussi, dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Et donc, Very Good Trip, c'est donc le nom de votre émission sur France Inter. Et après, il écrit une histoire intime de la musique. Alors, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que cette Maude Berthomier, elle vous a un peu accompagné du berceau à maintenant pour voir un peu entre vous et la musique, quels sont les parallèles intimes, quels sont les fils, comment ça vous a animé depuis très tôt, finalement. Oui, enfin, ça a été vraiment comme une sorte de psychanalyse sauvage. C'est-à-dire que, bon, comme souvent, il y a des éditeurs qui, quand vous avez quelque chose qui est connu, se disent ça serait bien d'en faire un livre. Alors en l'occurrence une émission de radio. Et moi j'avais pas envie de faire ces livres finalement qui ont pour moi pas beaucoup d'intérêt, qui sont les 100 albums incontournables, les 500 titres qu'il faut avoir entendu une fois dans sa vie ou je sais pas quoi. Et au fond quelque chose, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait jamais été fait, qui était de raconter le rapport intime et affectif qu'on a à la musique et que je sorte justement de ma peau d'historien, d'encyclopédiste, de présentateur de la musique des autres, ce que je suis toujours bien sûr, mais disons que j'éclaire un peu les coulisses. Voilà, parce que en fait quand je suis à la radio, je fais quelque chose qui est assez particulier finalement, parce que je parle souvent de choses que je ressens à travers la musique des autres. Et donc, finalement, il y a des gens qui peuvent se demander, mais c'est qui ce type qui nous parle parfois de sa vie, etc. Donc, on ne sait pas qui il est, d'où il sort, et donc c'était l'idée au moins, enfin, de partir de ce point de départ et d'en faire quelque chose d'intéressant. Le voile est levé. Non, mais c'est pas qu'il y ait des révélations extraordinaires. Non, mais c'est très intéressant. Et vous commencez donc c'est très jeune. Votre premier flash musical, votre premier coup de cœur. Je sais plus. Aussi, c'était un disque de Twist de ma mère qui avait acheté un disque qui s'appelait. Ça existe plus ce format. C'était ce qu'on appelait les 25 cm. Vous savez, il y avait les 17 cm qui étaient les 45 tours, les 30 cm c'est les albums, et il y avait le 25 cm qui était entre les deux. Donc il y avait c'était, je sais pas, il y avait 4 ou 5 chansons par face, et c'était, ça s'appelait Dansons le Twist. Il y avait une fille qui se déhanchait sur la pochette, et ça me fascinait. Et ma mère écoutait ça quand elle venait à la maison. C'était gay. Pardon ? C'était gay. C'était joyeux. C'était très joyeux. Voilà. Ah ouais, très joyeux. C'était genre. Moi enfin bon, alors pour beaucoup d'enfants, j'imagine, c'est juste un moment agréable. Mais moi, j'étais obsédé par cette musique. Je m'asseyais devant le haut-parleur et j'écoutais religieusement. Parce que votre maman, elle habitait la semaine à Paris. Oui. Et elle venait le week-end. C'est ça. Alors ça faisait partie de la fête, quoi. Finalement, oui, c'est ça. Était associée, Exactement, ça faisait partie de ce qui me sortait du quotidien, parce que mon père, qui était plutôt, qui était même tout à fait écrivain, scénariste, passait ses journées à son bureau, ou parfois quand il était là, et dans un silence monacal. Oui, c'était plutôt taciturne. Ah ouais, et on a été élevés, mon frère et moi, par une sorte de nounou, une nounou qui venait de Hongrie. Comme votre mère ? Oui, c'est ça, et qui était, qui avait une vie plutôt austère, donc c'était. Puis faut quand même se rappeler que dans les années 60 et encore le début des années 70, il y avait 2 chaînes de télévision en noir et blanc. Donc, en plus, il y avait aucun programme l'après-midi. Donc, si vous voulez, les enfants s'ennuyaient beaucoup, dans le bon sens aussi d'ailleurs. Bien sûr, oui. Et ils rêvaient.
Et la musique jouait un rôle d'évasion. Échappatoire. Ah et oui. cette envie d'aller voir ailleurs, parce que vous êtes allé très tôt en Angleterre, du coup. Oui. J'ai l'impression que vous vous laissez quand même une liberté un peu dingue. Ah oui. Parce que vous avez rejoint Olivier, votre frère, le réalisateur Olivier Sayas, et vous l'avez rejoint, mais je sais de calculer quel âge vous aviez. J'avais 11 ans. Voilà, tout 12 seul, ans. tout simplement. Oui, tout seul. Non, mais oui, on avait quand même une cousine qui vivait dans la banlieue de Londres. D'accord. Et qui nous logeait, mais enfin, on faisait ce qu'on voulait, oui. Complètement libre. C'était un peu cette enfance des années 60 et 70 qui était un peu le contraire de celle qu'on vit aujourd'hui. On est surprotégé, surveillé, où les parents veulent tout savoir. Nous, on pouvait faire les pires conneries possibles et imaginables. La paix. Oui, c'est ça. C'était vraiment ça. Que vous aviez lu le journal intime de votre père. Oui, c'est vrai. Non, mais quel culot. Ben ouais. Il l'a su? Je ne sais pas s'il l'a su. Vous savez, je crois que les parents ne se mettent pas dans la tête des enfants et ils le laissaient traîner. Ah bah ça, alors, ils ne pouvaient pas imaginer que ça nous intéresserait. C'est ça. Mais comme dans toute famille, il y avait beaucoup de non-dits, donc j'utilisais cette matière pour un peu comprendre ce qui se passait et ce qu'on me disait pas. Je comprends. Voilà. Ok. Et vous aviez aussi un demi-frère qui était en pension à Saint-Jean-de-Béthune à Versailles. Oui, exactement. Donc pareil, c'était un peu la solitude avec Olivier. Quoi. Oui, et notre nounou hongroise, avec qui on parlait hongrois d'ailleurs. En plus. D'accord. Ouais. Après, vous êtes donc passionné pour la musique, c'était ce qui vous faisait vibrer finalement, j'ai l'impression. Ah oui. Et même déjà au collège, vous aviez, dites-moi si je me trompe, cette envie de transmettre votre enthousiasme, de prêcher, de convaincre. Complètement. Et c'était facile ou pas? Pas après tous, de toutes. C'est-à-dire que je sais pas. J'avais l'impression que c'est comme si j'avais une mission. C'est votre mission sur Terre. Vous savez, j'ai vu, il y avait un documentaire sur Eric Clapton et qui très tôt. Qui a une enfance aussi très particulière parce qu'on lui faisait croire que en fait que sa mère était sa sœur. Enfin, il y avait beaucoup de non-dits dans sa famille et donc il s'est réfugié dans la musique comme une espèce de monde parallèle. Oui, de monde parallèle où on pouvait rêver. Enfin bon. Et donc il disait que pour lui le blues tel qu'il le percevait parce qu'il cherchait des disques rares, il les échangeait, etc. Et il avait l'impression qu'il devait être l'évangéliste de cette musique parce que c'est une musique de libération, de délivrance et de révélation sur soi-même. Et je ne comprenais pas pourquoi il fallait que ça reste pour moi, au contraire. J'avais l'impression qu'il fallait que tout le monde partage ça parce que c'était un message, oui, de libération pour moi. Enfin, oui, j'avais presque un esprit religieux finalement. Et puis à un moment, vous avez compris aussi que un morceau de musique peut faire exploser le monde. Oui. Ça, ça a été très fort pour vous. Oui, c'est-à-dire que vous savez, on vivait dans un monde qui était quand même très austère. Faut dire ce qui est. Je vous parlais de la télévision en noir et blanc. Faut aussi se rappeler ce qu'était l'école. Moi, j'ai encore connu l'école d'avant mai 68. C'est-à-dire que moi, j'ai pas eu de blues, mais je suis passé juste à côté. Et il y avait un maître d'école qui nous mettait des torgnoles. Enfin, c'était un peu l'éducation. Enfin, les instituteurs étaient comme des adjudants. Et on a eu des profs, même au collège, qui avait une éducation assez militaire. Donc, si vous voulez, c'était très austère. Alors, évidemment, on entendait parler de Woodstock, les cheveux longs, la libération sexuelle. Donc, on comprenait pas parce que c'était complètement en contradiction avec ce qu'on vivait. Et on avait l'impression que c'était presque l'interdit. Enfin, ça allait aussi avec des journaux satiriques, Harakiri, le futur Charlie Hebdo, Actuel, enfin, toute l'idée d'un monde où tout était possible, alors que dans notre vie d'enfant, rien n'était possible. Mais après, c'est vrai que moi, j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient très libéraux au sens classique du terme, c'est-à-dire, enfin, pas ma mère, parce que quand elle était là, elle faisait la police, mais mon père, il était cool. Il était très cool et il était très, très bienveillant. Il était âgé aussi. Il était plus un grand-père qu'un père, finalement. Donc, donc, on vous a laissé un peu... Ouais, il y avait ce côté enfant sauvage, un peu, pour le meilleur, pour le pire. Écoutez, pour le meilleur. Ça sent pas mal. Hein. Ouais. Après, vous avez, ce qu'on voit à travers ce livre aussi, c'est l'évolution de vos goûts. Donc, la jeunesse, tout feu, tout flamme, c'est punk,
punk, La jeunesse, c'était... Oh non, quand j'étais très jeune, c'était hippie, post-hippie, c'était ce qu'on appelait la musique progressive, Genesis, Pink Floyd, tout ça, ces trucs-là. Après, j'étais très jeune. Après, en fait, ça, c'était un peu la musique de mon frère. C'était les choses auxquelles je me raccrochais. Après, il y avait des trucs que j'aimais, mais après, il y avait toute cette question aussi de qu'est-ce qui était cool, qu'est-ce qui était pas cool. On était un peu snob, donc il fallait pas... Vous étiez très élitiste. Très élitiste en musique, ouais, ça c'est sûr. Mais après, ça a changé. Ah, mais ça a mis le temps, parce qu'au début, j'étais très fanatique. C'est-à-dire que quand il y a eu le punk, c'était une remise en cause totale de tout ce que j'écoutais avant. Donc, il y avait beaucoup de gens de mon âge autour de moi qui comprenaient pas, qui trouvaient que c'était une mode extravagante, que c'était ridicule, etc. Et moi, non, je dis, mais non, c'est une destruction créatrice, comme on dit. Et il y a une musique qui est apparue après, qu'on n'avait jamais entendue. C'est-à-dire que vous aviez des groupes comme Joy Division, etc. Enfin, et là, c'était mon histoire à moi. C'était cette musique-là, d'après l'après-punk, c'était j'avais quelque chose à dire de personnel sur cette musique parce que ça correspondait à mon expérience du monde. C'est-à-dire que, en effet, comme je vous décrivais, j'avais cette espèce de rêve d'un monde multicolore, psychédélique, avec les Beatles, tout ça, enfin, qui m'émerveillait. Et puis, le réveil a été violent parce que on a pressenti que ce monde génial et merveilleux qu'on nous avait entre guillemets vendu n'adviendrait pas. Donc c'était le début de la crise économique, le chômage, etc. Oui, c'est ça, tout ça arrivait. En France, on a eu les vagues de licenciements, on a oublié, mais la sidérurgie en Lorraine, etc. Mais c'était terrible, ce monde post-industriel où finalement toute cette société dans laquelle on avait baigné n'existait plus. Mais presque, on a l'impression que le monde s'est effondré sous nos pas. Et donc cette impression de désolation, de vide, d'un no man's land tout à coup dans lequel on devait s'élancer, il y avait plus rien. C'était vertigineux et la musique traduisait ça. Et une certaine musique. Surtout les Anglo-Saxons qui exprimaient cette désolation. En français aussi. Ils ont toujours été en avance, oui, mais oui. Ah oui. Ils ont toujours été en avance, mais oui, il y avait des groupes comme Marquis-de-Sade, etc. Disons que les anglophones, ils avaient une tradition de musique pas dans la rue, mais dans les bars, il y avait les petites salles, plus proches des gens, liées au folklore, etc. Enfin, comment dire, la musique était pratiquée par tout le monde. Ici, c'était différent. C'est un peu plus cloisonné quand même. Oui, alors il y avait le côté, effectivement, Boy Scout qui chantait autour du feu de bois, il y avait les petits chanteurs La Croix de Bois et tous ces trucs-là, mais c'était parfois lié aux jeunesse catholiques, aux éclaireurs, enfin tout ça, c'était pas très sexy, quoi. Et puis il y avait quand même la chanson, il y avait la chanson contestataire en France qui était très très forte, mais qui était une tradition un peu plus vieille, quoi. Mais c'est ça, c'était pas tellement des jeunes groupes, hein. Non, ça donnait pas beaucoup d'énergie, quoi. Non, il y avait pas trop. Non. Voilà. Et alors après, vous avez quand même beaucoup écrit dans la presse. Déjà, beaucoup. Vous avez démarré avec les j'ai démarré. Vous avez démarré avec Rock and Folk, Libération. Oui, j'étais très gamin. Les rock. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, vous avez écrit aussi en 2000 le Dictionnaire du rock. Oui. Ça, c'était très important. Vous l'avez augmenté. Absolument. Je l'ai fait refondu. Voilà. Et ça a marqué un tournant aussi dans votre carrière, ce dictionnaire. Ah oui, parce que au fond, ça a été pour moi un travail presque. Alors là, en fait, qui était l'aboutissement de tout ce que j'avais vécu, de tout ce que j'avais fait, et qui devait clore, d'une certaine façon, toute cette obsession pour la musique. Et je croyais en avoir terminé pour faire une sorte de cathédrale, quoi, à la musique. Et c'est vrai que ça a été un travail titanesque, enfin, pharaonique. Mais la musique m'a toujours rattrapé. Oui. Donc la preuve, ce suivi d'entretien. Donc il y a eu un vinyle. En rapport avec ça, mais parce que vous donnez 300 titres. Oui, alors voilà, on a fait l'éditeur a eu l'idée de faire une édition limitée avec un double vinyle. C'était les titres dont on a eu les droits gratuitement. Ah, donc, c'est ça. Oui, mais ça fait quand même, on s'est débrouillé. Bon, d'accord, très bien. Et alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ce retour au vinyle ? Je pense que c'est une sorte de désillusion par rapport à un prétendu progrès technologique. Voilà, il existe bien sûr, mais je pense que on vit dans un monde qui manque beaucoup de charme. Et donc,
c'est toujours un peu la même chose. On a gagné, en même temps on a perdu. C'est-à-dire que, par exemple, on peut aujourd'hui, en effet, écouter la musique quand on veut, en allant se connecter sur un site de streaming. On peut aller sur YouTube. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, c'est-à-dire que la musique a plus aucune valeur au sens, elle est gratuite, quoi. Vous avez des abonnements, voilà. Et quand vous passez un coup de téléphone, vous n'avez pas l'impression de dépenser de l'argent. C'est un peu la même chose, même si vous avez payé un abonnement. Et donc le vinyle, ça reste, je pense, une nostalgie même finalement adoptée par des gens qui n'ont pas de raison d'être nostalgiques parce qu'ils étaient trop jeunes pour l'être. Mais ça fait rêver d'un monde où la musique était sacrée, avec quelque chose de sacré. Et vous qui étiez très sensible à l'esthétisme des pochettes, ça doit vous manquer, ça aussi. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, d'ailleurs, vous savez, il y a une étude qui a été faite qui a établi que les gens qui achetaient des vinyles, finalement, les achetaient pour décorer leur intérieur plutôt que pour écouter vraiment et poser sur une platine. Pour mettre la deuxième face. Voilà, c'est des choses, peut-être des gens, des esthètes particulièrement passionnés font ça, des fanatiques du son, parce qu'effectivement, il y a le son analogique opposé au son numérique. Alors c'est vrai, mais franchement, je trouve que moi j'écoute sur Spotify comme tout le monde et vous n'achetez plus de CD? Non. Ah non, les CD, ça c'est fini, j'en achète plus. Parfois j'ai des vinyles, mais oui, j'aime bien. Et quelquefois on n'a pas le choix. On est obligé d'acheter un vinyle si on veut un album. C'est rare. C'est rare, mais ça m'est arrivé. Oui, ah bon, écoutez, Et dites-moi alors, cet été, qu'est-ce que vous nous concoctez? En général, l'été, vous nous préparez des spéciales avec un choix d'artistes. On a eu Bowie, on a eu Bob Marley. Qui est un livre d'ailleurs maintenant. Alors oui, on va en parler vite après. Alors, cet été, quel est le programme? Alors le programme, c'est Paul McCartney. Voilà, donc il y a une série de 9 épisodes du 1er juillet au 26 août. Qui passe le samedi? Le samedi, matin, je crois à 10h. Oui, comme d'habitude. Oui, il me semble. Donc Paul McCartney. Alors Bowie, donc ce livre-là, c'est fait, c'est 22, mais c'est passionnant. Et puis on découvre l'homme à travers. Et puis il y a plein de photos, ça a dû vous amuser parce qu'il y a des photos de la vallée de Chevreuse, bien sûr, de mon enfance, des photos de notre maison. Ça a du charme justement, contrairement à ce qui manque dans ce monde. Et du coup, après, vous avez enquillé sur Bowie. Oui, parce que en fait, c'est une double commande puisque à l'origine, le France Inter m'a commandé une série sur David Bowie qui est passée donc en été 2022. C'était le dernier. C'est ça. Et l'éditeur. Content, la GM content du succès de notre livre, s'est dit il faut qu'on fasse autre chose. Et avec les éditions Radio France, ils se sont dit il faut faire un livre de cette série Bowie qui a très bien marché. D'accord. Mais c'était, alors là je me suis arraché les cheveux parce qu'en fait, vous savez, moi j'écris tout à la radio, j'écris tout. Vous écrivez comme vous parlez. J'écris comme je parle. Mais le problème, c'est que quand vous mettez ça tel quel dans un livre, c'est pas possible. Ça marche pas? Ah non, mais non, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, de trucs, enfin, ça tourne en rond, il y a des retours en arrière, enfin on est un peu perdu, et puis le style n'est pas adapté à la lecture. Donc ça a été un gros boulot de tout remettre en forme, parce que j'ai enlevé beaucoup de choses et ajouté d'autres choses, et justement Maude, qui est une excellente, un excellent auteur, elle a écrit d'ailleurs une thèse sur la naissance de la critique rock aux États-Unis. Elle a fait ça à Columbia, elle a rencontré tous les pères fondateurs. Donc elle est très rigoureuse et rédige très bien. Et c'est une universitaire très pointue. Donc ce livre Bowie est sorti. Voilà, est sorti. Bon, voilà. Exactement. Est-ce qu'il y aura la même chose pour Paul McCartney? Sans doute, mais pas tout de suite. C'est le début d'une série. C'est le début d'une série. On va peut-être faire Bob Dylan aussi, parce que j'avais fait une série il y a 2 ans. On va récupérer Bob Marley aussi. Bob Marley peut-être aussi, oui. C'est super. Ben voilà, on va voir. Ok. Écoutez, j'ai une dernière question, mais elle vient de m'échapper. Oui. Ah oui, si. Qu'est-ce que vous pensez de la scène actuelle des jeunes Français musiciens, en 2 mots? Ah qu'est-ce que je pense? Mon avis est pas, enfin, je peux dire. Non, mais je veux dire, on vit notre époque là complètement aujourd'hui par rapport. Il y a des choses que vous aimez? Oui, bien sûr qu'il y a des choses que j'adore. Ah non, mais qui?
J'adore un groupe qui s'appelle La Féline, qui a Agnès Guéraud, que je suis depuis longtemps, qui est lyonnaise, non, qui est pas, enfin, qu'elle était passée par, enfin, bon, peu importe. Et non, en fait, elle est béarnaise. Il y a Barbara Carlotti que j'adore plein de chanteurs. J'adore Philippe Catherine depuis longtemps. Après, si vous voulez me demander si je connais bien le rap d'aujourd'hui et l'électro, non, pas tellement. C'est pas trop. Voilà, non. Mais il y a plein d'électro que je peux écouter. Oui, mais j'ai un fils qui est musicien d'électro. Ah, d'accord. Donc, quand est-ce qu'il sort son album? Eh ben là, il sort un EP à la rentrée, là, normalement. Antoine, ouais. C'est quoi son nom d'artiste? Antoine Assayas. Tout simplement. Voilà, on va le suivre alors. Ben, j'espère. C'est un enfant de la vallée aussi. C'est un enfant de la vallée. Oui, alors. Dites-moi oui. Point. Oui, d'accord. Merci. oui. Bon, Mishka Assayas, un grand merci. Je vous redis au revoir. Je vous redis à très bientôt, j'espère. Oui, qui sait. J'encourage tout le monde à, à lire ce livre et les suivants et à vous écouter, bien sûr, sur France Inter. Merci. À très vite. Merci, Véronique. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt.